ensemble au Paris-Saclay Summit 2026, ici à Centrale Supélec, dans la salle André Michelin. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour une nouvelle session consacrée à la biotechnologie industrielle. Des médicaments au carburant, la biotechnologie industrielle s'impose comme un moteur de la bioéconomie. Mais entre promesses scientifiques et réalité industrielle, le défi du passage à l'échelle reste entier. Avec Michael Odonoghue, directeur scientifique bioéconomie à l'INRAE, nous allons décrypter les leviers et les fragilités de cette révolution du vivant. Il sera interrogé par Philippine Robert, journaliste au Point. Je vous laisse la parole. On les applaudit, s'il vous plaît. Bonjour et merci à toutes et à tous pour votre présence. Merci Michael d'être ici pour nous parler donc de biotechnologie et de son rapport avec la bioéconomie. Alors peut-être pour commencer, on va s'astreindre à un petit travail de définition pour être sûr qu'on sache bien de quoi on parle. Alors pouvez-vous peut-être nous expliquer un petit peu qu'est-ce que la biotechnologie et qu'est-ce que exactement la biotechnologie industrielle ? Tout d'abord, bonjour Philippine et bonjour à toutes et à tous. Donc, la première question, c'est une question qui est très pertinente et ce n'est pas la question la plus facile. En fait, au niveau de la biotechnologie, le mot, c'est un mot qui fait débat depuis au moins 40-50 ans maintenant. Parce qu'il est difficile de dire exactement ce que ça veut dire, parce qu'en fait, il y a énormément de domaines d'application pour la biotechnologie. Donc, si vous me permettez, je prendrai ça un petit peu dans l'ordre. Donc, d'abord, si on regarde le mot et les racines du mot, en fait, ça veut dire l'art du vivant, l'artisanat du vivant. Donc, en gros, c'est comment on façonne et on utilise le vivant pour différentes finalités humaines. Donc, la biotechnologie industrielle, qui est notre sujet ce matin, c'est surtout l'utilisation des systèmes vivants pour la production industrielle, à la fois de produits, mais il ne faut pas oublier, on peut aussi produire des services avec la biotechnologie. Donc, j'aime bien préciser que c'est la production de produits et de services. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous avez peut-être des domaines d'application à nous présenter, où on pourrait se rendre compte à quoi sert effectivement la biotechnologie industrielle ? Oui, donc évidemment aujourd'hui on insiste beaucoup sur l'essor actuel de la biotechnologie et aussi il y a beaucoup d'espoir qui est placé sur la biotechnologie, mais finalement c'est une activité qui est relativement ancienne et donc il y a des exemples qu'on peut citer qui sont très parlants. Je pense que tout le monde connaît maintenant les biocarburants, le bioéthanol surtout qui a fait beaucoup de parler dans les années 2010 lorsqu'on a commencé à développer des voitures qui pouvaient utiliser ce type de carburant. Mais il y a d'autres applications qu'on connaît bien, les antibiotiques. C'est la biotechnologie industrielle. Depuis la Seconde Guerre mondiale, à peu près, on fabrique des antibiotiques à l'aide de micro-organismes. Il y a des ingrédients alimentaires, l'acide citrique, que tout le monde connaît. Ça s'est fabriqué aussi par fermentation. C'est un champignon filamenteux qui est essentiellement utilisé pour fabriquer l'acide citrique. Donc il y a beaucoup d'applications jusqu'aux médicaments. Certains médicaments de dernière génération sont issus de la biotechnologie également. Donc on peut citer certains médicaments qui sont fondés sur l'utilisation d'anticorps monoclonaux, notamment pour des maladies immunitaires. D'accord, merci beaucoup. Alors maintenant, on comprend un petit peu mieux ce que recouvre le terme de biotechnologie et la bioéconomie. Alors, qu'est-ce que c'est et quel est son lien avec les biotechnologies ? Alors, la bioéconomie, c'est une économie qui est fondée sur l'utilisation des ressources d'origine biologique. Et donc, à partir de là, on est sur un système économique qui est en rupture avec le système actuel, qui est basé essentiellement sur la pétrochimie. Dit assez simplement, les ressources d'origine biologique sont structurellement et chimiquement beaucoup plus complexes que le pétrole. Et donc, on a besoin d'autres technologies pour transformer ces ressources-là. Et évidemment, c'est la biologie qui fabrique ces ressources, qui fabrique la biomasse, qui crée cette complexité structurelle et chimique. Et donc, il est assez logique que c'est aussi la biologie qui peut apporter des solutions pour
transformer ces différentes matières en produits et de services, comme je disais tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup. Et alors, où en est-on aujourd'hui justement du développement de cette biotechnologie industrielle? Est-ce que c'est une technologie relativement développée? Est-ce que, quand on a pu échanger avant, vous m'avez parlé de bulles. Pouvez-vous nous faire un petit état des lieux pardon, de la situation de la biotechnologie industrielle aujourd'hui dans le monde? Oui. Donc, comme je disais, d'abord, j'aime bien quand même rappeler que la biotechnologie, c'est à la fois une technologie qui est naissante. Je vous expliquerai dans un instant pourquoi. Mais la biotechnologie existe depuis très longtemps. Et on peut dire que même la biotechnologie, sous une certaine forme, est très vieille, puisque on utilise la biotechnologie depuis des millénaires pour fabriquer de la bière, du vin, des aliments fermentés. Mais revenons à notre époque moderne et notre compréhension actuelle de la biotechnologie et des attentes. Donc la biotechnologie, je pense, on a redécouvert la biotechnologie récemment avec la pandémie du Covid, avec les vaccins à ARN messager. Et je pense que c'était une découverte pour beaucoup de voir que finalement, avec la biotechnologie, on peut trouver des solutions très rapidement et avec une certaine efficacité. Et donc, à partir de la période post-Covid, immédiatement après la période Covid, il y a eu quand même énormément d'investissements dans la biotechnologie. Beaucoup de PME, beaucoup de start-up qui ont bénéficié de cette manne financière. Et c'est vrai qu'actuellement, on entre dans une période un peu post-euphorie où on redescend un petit peu et on fait face à des réalités industrielles. Donc, aujourd'hui, néanmoins, donc ça c'est une vision un peu court terme, mais je pense que sur le long terme, on s'inscrit dans une tendance qui est forte d'investissement. Mais pour donner une idée de ce qu'il en est aujourd'hui en Europe, la biotechnologie industrielle représente, si on raisonne en produit intérieur brut de l'Union européenne, on est autour de 70 milliards d'euros, donc c'est significatif. Et on prévoit des taux de croissance assez importants dans les années à venir. Au travers du monde, on n'est pas les seuls à pratiquer la biotechnologie industrielle. Je pense que ça n'étonnerait personne d'apprendre que c'est les États-Unis qui est le leader dans le domaine. Ils accaparent à peu près 60% du marché mondial aujourd'hui en produits issus de la biotechnologie. Et on voit qu'il y a des mouvements très forts dans tous les pays du monde, mais j'en cite simplement la Chine, qui investit énormément en biotechnologie aujourd'hui, l'Inde, qui a un objectif d'avoir un marché avec une contribution au produit intérieur brut de l'Inde en 2030 de 300 milliards de dollars. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'ambition partout dans le monde et donc le défi aujourd'hui pour l'Europe, c'est de rester dans la course. Et justement, comment l'Europe peut faire pour rester dans la course? L'Union européenne s'est penchée sur un Biotech Act. Est-ce que ça peut être la solution? Quelle est votre analyse? Donc effectivement, en Europe, notre réponse à tout ce qu'on voit ailleurs dans le monde, c'est de lancer un Biotech Act. Ce Biotech Act a été annoncé en 2024 par le président de l'Union européenne. Depuis, on a vu en fin de l'année dernière un premier volet de cet acte qui portait beaucoup sur la santé et donc moins sur les autres applications de la biotechnologie. Ce qu'on attend de ces Biotech Acts, c'est qu'on revoie la réglementation européenne qui est plutôt stricte et qui ralentit la progression des biotechnologies par rapport aux autres pays du monde. Ce qu'on attend aussi, je pense, c'est que l'Europe s'engage réellement à soutenir le développement de la biotechnologie dans le sens de point de vue fiscal. On voit qu'aujourd'hui, la biotechnologie est vraiment pénalisée par la concurrence avec l'industrie pétrochimique.
ce qui est une concurrence qui est importante. J'ai découvert un chiffre il y a quelques années qui a été publié par le Forum économique mondial en collaboration avec l'OCDE, où on estime 1 milliard de dollars de subventions pour le secteur pétrochimique annuellement. Et si on prend en compte les dommages environnementaux induits par cette industrie-là, on est, selon les estimations encore du Forum économique mondial, on est à des subventions directes et indirectes, on est à quelque chose comme 7 milliards de dollars. Et donc, concurrencer une industrie avec une telle situation, une telle position favorisée, c'est difficile. Et donc la biotechnologie doit faire face à cette concurrence-là aussi sur un certain nombre de secteurs. J'ai cité le secteur énergétique tout à l'heure. Il ne faut pas s'étonner que les biocarburants peinent à être compétitifs face à des carburants issus du fossile. D'accord, merci beaucoup. Donc effectivement, comme frein, il y a cette concurrence avec les produits issus du pétrole. Le cadre réglementaire, qu'est-ce qui concrètement, dans le cadre réglementaire, freine aujourd'hui le développement des biotechnologies en Europe? Est-ce que vous pourriez nous donner peut-être un ou deux exemples pour qu'on puisse se rendre compte? Oui, le premier, c'est si on compare avec les autres pays du monde, on était assez réticents en ce qui concerne les méthodes de modification génétique des micro-organismes. Et donc ça, c'est en train de s'assouplir actuellement. Si on regarde en dehors du domaine médical, si on regarde les autres domaines d'application, l'évaluation du risque prend beaucoup le pas sur l'évaluation des bénéfices. Ce qui est intéressant, c'est que dans le domaine médical, on fait une analyse clairement bénéfice-risque lorsqu'on regarde l'utilisation des biotechnologies. Et c'est pour ça, entre autres, que les biotechnologies sont très très bien implantées dans le domaine médical aujourd'hui et pas dans les autres domaines. Et comme je disais, il y a la question de la fiscalité, les subventions. Je pense, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que la grosse question, c'est comment on peut équilibrer des choses entre les différents secteurs, notamment entre le secteur pétrochimique et le secteur de la biotechnologie. Est-ce qu'il faut augmenter les subventions? Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes? Ce qui est discuté beaucoup actuellement, c'est l'achat public de produits issus des biotech et plus largement des produits biosourcés. D'accord, merci beaucoup. Et outre le cadre réglementaire et la concurrence avec les produits pétrochimiques, est-ce qu'il existe d'autres freins aujourd'hui? Est-ce qu'il y a peut-être un problème entre la culture scientifique et industrielle? Les deux ont du mal à se mettre d'accord, ou d'autres freins peut-être? Oui, non, mais il ne faut pas se cacher non plus qu'il n'y a pas que des freins non techniques, il y a aussi des freins techniques. Aujourd'hui, il s'avère que le changement d'échelle est encore un défi majeur pour la biotechnologie. Donc de passer de l'échelle du laboratoire, l'échelle de démonstration, l'échelle d'essai, à l'échelle industrielle est très difficile. Simplement parce que encore une fois, on est souvent face à des comparaisons avec l'industrie pétrochimique. Et donc, il faut voir les échelles à laquelle fonctionne cette industrie-là. Juste pour donner une idée, une raffinerie pétrolière moyenne va produire 140 000 barils de pétrole par jour. Si on ramène ça à une industrie qui produit par exemple des biocarburants, on ne peut jamais atteindre cette échelle-là. Et donc déjà, on a ce problème de concurrence et la comparaison avec l'industrie pétrochimique. Et après, intrinsèquement, la biotechnologie, on travaille avec du vivant. Et passer du vivant à grande échelle, ça pose beaucoup de problèmes, notamment parce qu'il y a des phénomènes qu'on ne maîtrise pas encore. On a fait beaucoup d'avancées, évidemment, depuis un siècle maintenant en biologie, avec l'ère de la biologie moderne. Mais lorsqu'on a des micro-organismes dans un réacteur, il y a encore beaucoup de paramètres qu'on n'arrive pas à mesurer.
Et donc ça, c'est un vrai défi pour l'avenir. Est-ce qu'il y a des pistes peut-être pour lever ces freins? Est-ce qu'on travaille sur certaines solutions qui pourraient lever ces freins? Donc évidemment, cette question-là, c'est une question majeure qui focalise beaucoup d'attention des chercheurs. Il y a peut-être une piste qui est intéressante aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. C'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle et plus largement les sciences numériques font partie intégrante de la biotechnologie moderne et de la biologie moderne, je dirais. La dimension numérique est en train de transformer ce domaine. Et ce n'est pas une question d'ajouter une brique technologique à la biotechnologie, c'est carrément une convergence de deux domaines. Ce qui est assez intéressant, si vous me permettez de faire un petit rappel historique, la biotechnologie moderne a commencé à émerger après la Seconde Guerre mondiale. C'est là où on commençait vraiment à voir une industrialisation au sens moderne du terme. Et il ne faut pas oublier que en fait, l'intelligence artificielle a commencé à émerger en même temps. C'était les avancées pendant la Deuxième Guerre mondiale qui a permis de commencer à travailler sérieusement sur ce domaine-là. Et donc, c'est deux domaines qui sont en plein essor aujourd'hui. Et je pense que ce n'est pas pour rien qu'au niveau européen, des priorités qui sont fixées, il y a parmi les, je crois, 8 priorités industrielles, l'intelligence artificielle et les biotechnologies. Alors, pourquoi l'intelligence artificielle en biotechnologie? Comme je disais, en réacteur, lorsqu'on a des micro-organismes qui évoluent dans un réacteur, il y a des choses qu'on arrive à mesurer, il y a des choses qu'on n'arrive pas à mesurer. Et du coup, en utilisant l'intelligence artificielle, on peut utiliser ces approches numériques pour analyser les phénomènes qu'on n'arrive pas à capter par mesure. Et donc, c'est là où on pense qu'on peut avancer beaucoup plus vite à l'avenir grâce à ces technologies-là. Et donc, lorsqu'on regarde la littérature scientifique aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de travaux pour le développement de jumeaux numériques. Avec l'idée à terme que des jumeaux numériques vont nous permettre, d'une part, de mieux comprendre ce qui se passe dans les réacteurs, mais en plus, on s'attend à ce que des jumeaux numériques à terme nous permettent de faire fonctionner des réacteurs en mode semi, voire complètement automatisé. Voilà. Et c'est ça, donc l'industrie 4.0, c'est lié à la biotechnologie, à l'intelligence artificielle? C'est un peu l'industrie 4.0. Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire l'industrie 4.0, l'industrie 4.0, c'est un terme qui a été utilisé pour la première fois en Allemagne il y a une vingtaine d'années. Et c'est pour décrire une industrie, quelle qu'elle soit, très connectée, où on utilise au sein des usines des capteurs pour capter un grand nombre de données. Mais aussi où on utilise ce qu'on appelle Internet of Things. Donc, on peut utiliser des données captées par des smartphones. Voilà. Et donc, ça permet, dans l'industrie 4.0, d'avoir une industrie qui est connectée à la fois dans l'usine, mais aussi sur tout ce qui est chaîne d'approvisionnement, par exemple, connectée aussi aux consommateurs pour qu'on puisse suivre de plus près ce que consomme la population à un moment donné. Et donc, on peut mieux réconcilier l'offre et la demande, en fait. Et donc, c'est ça l'industrie 4.0. C'est un domaine qui est très étudié aujourd'hui dans certaines industries, l'industrie automobile, par exemple. Et là, aujourd'hui, on est en train de regarder pour voir comment on peut révolutionner l'industrie de la biotechnologie par un bio-industrie 4.0. D'accord. Et je voulais revenir sur un autre frein qui est la concurrence avec les produits agricoles, parce que c'est une critique qui est souvent émise à l'encontre de la biotechnologie. Voilà, il y a cette concurrence des ressources, avec notamment les ressources agricoles qui sont utilisées aussi dans l'alimentation. Voilà, comment gérer ce frein? Est-ce que la critique est justifiée? Quelles sont les solutions? Est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire un peu plus sur ce point? Alors effectivement, c'est un autre frein majeur qui empêche des investissements. Parce que pour un investisseur, on a besoin, lorsqu'on investit dans la création de nouvelles usines,
il faut une visibilité un minimum sur un horizon de 15 ans, voire plus, vu des investissements qui sont en question. Et donc, on a besoin de sécuriser l'approvisionnement en matières premières. Alors, pour la biotechnologie, c'est quoi la matière première de choix aujourd'hui? Tout simplement, c'est du sucre. C'est des mélasses. Et donc, c'est issu de la raffinerie sucrière. Donc, en Europe, on est très dépendant de la filière betterave à sucre. Et donc, on sait qu'il y a aujourd'hui un débat autour de cette filière en raison de l'utilisation de pesticides. C'est aussi une filière qui souffre et qui a souffert récemment des sécheresses. Et donc, il y a une volatilité des prix du sucre qui fait que c'est assez difficile aujourd'hui. Donc, il y a les questions d'approvisionnement. Et après, vous avez raison, il y a aussi la question qui est parfaitement légitime de dire, en fait, est-ce qu'on peut soutenir à la fois une industrie de biotechnologie en parallèle avec une production alimentaire ? Puisqu'on peut imaginer que ça pourrait conduire à une production plus importante de betteraves à sucre. Donc, effectivement, ces concurrences existent. C'est pourquoi, dans le domaine de la biotechnologie, on regarde aussi d'autres ressources. Donc, il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur l'utilisation de résidus. Résidus agricoles, résidus forestiers, et il y a même des travaux qui sont en cours pour travailler sur des résidus ultimes, des déchets ménagers, des choses comme ça, et aussi du CO2. Donc il y a beaucoup de travaux actuellement sur la fermentation du CO2. Donc le CO2 deviendrait une matière première pour la biotechnologie. D'accord, donc on cherche plutôt à trouver d'autres ressources plutôt qu'à développer la production de la ressource qui est au centre de cette concurrence. C'est bien ça la solution. C'est ça, en sachant qu'aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure, il existe déjà une industrie de la biotechnologie et cette industrie fonctionne déjà aujourd'hui sans concurrence particulière avec les filières alimentaires, fonctionne déjà à l'aide de sucre. Et donc, on ne va pas abandonner cette ressource-là demain. Les autres ressources que j'ai citées, il reste encore des travaux à faire pour que ça arrive à une échelle industrielle. D'accord. Et alors, comme dernière question, avant de prendre les questions du public, je voulais vous demander, est-ce que vous êtes plutôt, vous, donc on a énuméré un petit peu tous ces freins, les solutions, est-ce que vous êtes plutôt optimiste? Est-ce que vous voyez plutôt les choses se résoudre, les solutions apparaître, ou est-ce que vous voyez encore de trop nombreux freins? Quel est votre sentiment sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau de la biotechnologie industrielle? Est-ce que vous pensez, à quel horizon vous pensez que la biotechnologie industrielle pourra réellement prendre sa place? Optimiste, oui, je suis optimiste parce que je pense que c'est une évolution industrielle qui est nécessaire. On n'a pas eu le temps aujourd'hui d'aborder les avantages de la biotechnologie en termes de réduction des pollutions et des choses comme ça, mais je pense qu'il y a des réels avantages. Donc je suis optimiste. Je suis même, au-delà de l'optimisme, je suis convaincu que la biotechnologie va prendre sa place pour les raisons que j'ai données tout à l'heure, parce que, en fait, c'est des technologies qui sont en train d'être adoptées partout dans le monde. Donc, il y a une tendance très lourde, et donc, du coup, en Europe, je ne vois pas comment on pourrait faire autrement que de développer des biotechnologies. Après, comme on a dit, il reste des freins, il reste des difficultés, donc il faut continuer à investir en recherche. Et au-delà des investissements en recherche, il faut aussi, au niveau européen, et j'y travaille depuis de nombreuses années maintenant, il faut aussi qu'on s'interroge sur la manière dont on organise notre recherche pour mieux fédérer notre recherche. On a énormément d'atouts en Europe. C'est quand même le berceau de la biotechnologie moderne. Et donc, on a des laboratoires de très haut niveau dans les différents pays en Europe, mais la recherche et l'innovation en Europe, par rapport à d'autres pays, restent encore très, très fragmentées. Et donc, il y a aussi un travail à faire à ce niveau-là. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On va passer effectivement aux questions du public. Je vois un monsieur au milieu. Et voilà, peut-être vous pouvez passer le micro à ce monsieur, effectivement. On vous écoute, monsieur.
Merci beaucoup pour votre très, très riche présentation. Je voulais revenir sur parmi les freins que vous avez évoqués, sur le frein réglementaire, où vous évoquiez quelque chose de très intéressant, c'était de s'inspirer de l'exemple de la santé pour avoir une approche qui ne soit pas uniquement centrée sur l'analyse des risques, mais sur une analyse risque-bénéfice. Moi, je viens du domaine de l'alimentaire. Et donc, je me sens particulièrement concerné. Ce qui est difficile pour moi, c'est que les risques sont plutôt d'ordre sanitaire, ce qui est bien pour moi en tant que consommateur, alors que les bénéfices sont plutôt de nature environnementale, ce qui est bien pour la planète. Et je me posais la question de comment on peut faire cet arbitrage, ce trade-off, ce compromis entre un bénéfice pour la planète et un risque pour le consommateur. Merci pour la question qui éclaire un petit peu aussi ce débat dans son ensemble. Effectivement, on voit bien que dans le domaine médical, les questions de bénéfice-risque, c'est un bénéfice-risque pour l'individu. Et donc, manifestement, on a beaucoup plus de facilité à réconcilier des choses lorsqu'il s'agit de notre santé. Parfois, ça peut être des problèmes très graves qui nous poussent à se dire, oui, il y a un bénéfice net, malgré des risques, des effets secondaires qu'on peut constater. Alors qu'effectivement, vous avez bien mis le doigt sur la problématique lorsqu'on parle d'autres produits. Il y a un bénéfice qui certainement associé, au moins en partie, pour le santé environnementale, et peut-être les risques, on va les associer davantage aux individus. Et donc, je pense que, on a parlé de bioéconomie tout à l'heure, en fait, le problématique pour toute cette transition vers une bioéconomie va dépendre de notre capacité à trouver un équilibre entre notre raisonnement à une échelle qui est relativement courte, qui est l'échelle d'une vie humaine, et une échelle plus longue. Et donc, je pense que c'est peut-être ça. Il faut au niveau réglementaire, arriver à traduire ce compromis, finalement, regarder l'échelle courte et l'échelle long terme. On avait encore une question, merci beaucoup. Vous pouvez passer le micro, s'il vous plaît. Voilà, ici, il y a un monsieur. Tout à fait. Merci. Réponse, merci une question assez courte, si possible. Merci encore pour votre exposé. Vous avez beaucoup parlé de production. Il y a un autre aspect que vous avez à peine mentionné à la fin, qui est la dépollution. Je pense au traitement de l'eau, dégradation des plastiques par des micro-organismes. Est-ce que vous pouvez commenter, s'il vous plaît ? Oui, c'est vrai. J'avais insisté au début sur la notion des services et après, on a parlé beaucoup de production. Mais effectivement, les biotech, on peut les utiliser pour rendre des services. Donc, il y a... ce sont des technologies basées sur les biotechnologies qui sont déjà utilisées pour le traitement des eaux. Je pense que la plupart d'entre nous connaissent bien la production de biogaz, qui est aussi un moyen d'utiliser des déchets divers, des déchets agricoles par exemple, donc des effluents agricoles. Et puis, vous avez aussi mentionné les plastiques. Alors ça, c'est intéressant puisque moi, je suis basé à Toulouse. Et c'est à Toulouse qu'on a fait des travaux pionniers sur le développement de méthodes enzymatiques pour la dégradation de plastique comme le PET. Et donc, effectivement, on peut utiliser la biotechnologie dans différents domaines pour faire de la dépollution, de la bioremédiation, etc. On va prendre une dernière question. Je crois qu'il y avait un monsieur derrière ce monsieur, non ? Il me semble, j'avais vu une main levée. Non ? Plus ? Sinon, il y a une jeune femme devant. Ah oui. Bon, désolé, excusez-moi. Allez-y, ce sera la dernière question. Merci. Thank you. For me, I have a question in English, but my wife can translate to French. No, it's fine for me. All right. So my question is about the European standards. So you criticize the European standards, like briefly, that is kind of strict compared to the American standards for genetically modified organisms and the utilization of biotechnology in the field of industry. But what about that it actually kind of enhances the quality of the environment by
preventing or to somehow restrict the chances of escaping of antibiotic-resistant genes and engineered vectors to the other sort of natural organisms, like plants, for example. So what do you have to say of that? Est-ce qu'on peut peut-être répondre en français? Vous comprenez le français? Parce que dans la salle, pour le coup, la plupart des gens parlent français. Je peux répondre en français, oui. Merci. Donc, déjà, je constate de situation réglementaire au niveau européen. Et effectivement, il y a, je veux dire, ces questions-là sont légitimes. Donc la question, en fait, c'est de savoir si, en assouplissant la réglementation, on ne crée pas davantage de risques, par exemple que des micro-organismes s'échappent dans l'environnement, et bien sûr que c'est le cas. Et donc il faut faire attention à ces risques-là. J'aimerais bien quand même souligner qu'on parle de biotechnologie à l'avenir, mais j'insiste sur le fait que la biotechnologie existe aujourd'hui. La biotechnologie telle qu'elle est généralement pratiquée, c'est en milieu confiné. Et ce qu'on peut constater aujourd'hui, avec une centaine d'années de pratique de la biotechnologie, il n'y a, à ma connaissance, aucun accident industriel rapporté. Si on regarde l'industrie chimique, que j'admire par ailleurs, force est de constater qu'il y a des accidents chimiques de grande envergure, bien connus et bien documentés, comme Bhopal en Inde, au plus près de où j'habite, AZF à Toulouse. Et donc on connaît bien les risques au niveau pétrochimique, et on fait avec, parce qu'on est obligé de faire avec, ça fait partie de notre tissu industriel. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun accident industriel documenté en lien avec les biotechnologies. Merci beaucoup, merci Philippine, merci à tous les deux, merci pour vos questions très pertinentes. On se retrouve à 12h30 précisément dans cette salle André Michelin, et on va changer de sujet. On va revenir à un sujet très concret de santé publique. On va parler des pandémies, comment mieux les anticiper pour mieux réagir. On vous dit tout à 12h30, à tout à l'heure.